Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 7 juin et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de Jane, une Irlandaise abandonnée par sa famille et qui passe toutes ses jeunes années chez les bonnes sœurs. À l'adolescence, elle est envoyée par son couvent dans une famille à l'étranger pour y devenir servante. Or le destin a d'autres projets pour elle. C'est une jolie nouvelle de l'autrice Michèle Lenormand, issue du recueil Enthousiasme. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Commencez par prendre une grande inspiration en vous emplissant d'air un maximum et en évacuant toutes les tensions de la journée à l'expire. Laissez tous les tracas du quotidien de côté, refermez la page de cette journée et laissez-vous aller à la détente. Avant de commencer, prenez quelques instants pour imaginer une pièce chaleureuse, confortable et où vous vous sentez en sécurité. Il s'agit d'une pièce où se trouve une belle et grande cheminée. Ce peut être un chalet isolé en pleine montagne, avec des murs en bois massif, ou une vieille bibliothèque remplie de vieux ouvrages, ou encore le salon d'une petite maison en bord de mer. Et je vous propose à présent de vous installer auprès du feu. Le son du feu qui crépite a quelque chose de réconfortant. Vous observez les flammes qui dansent et ondulent avec élégance. Vous ressentez la chaleur qui souffle sur votre visage. Appréciez l'odeur du bois fumé. Observez la lumière orangée qui vacille et vous enveloppe chaleureusement. Ressentez cette chaleur venir caresser et détendre vos pieds. Et monter doucement jusqu'à vos chevilles. Puis vos mollets.
vos genoux, vos cuisses, vos fesses et votre région pelvienne, vos hanches, le bas de votre dos, votre dos vertèbre par vertèbre, jusqu'à vos trapèzes, c'est maintenant le tour de vos épaules, votre nuque et votre cou. Votre visage. Votre cuir chevelu. Vous appréciez la quiétude qui s'installe et décidez de vous laisser bercer par la lumière rousse du feu de cheminée. Vous écoutez le bois craquer. Observez le feu briller. Et laissez-vous bercer par le doux ronronnement du feu qui crépite. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Elle semblait sortir d'une boîte de surprise et toute saisie, tout ébahie elle-même que le couvercle se soit levé pour laisser passer sa petite tête ébouriffée. Elle n'était pas laide, mais elle avait toujours l'air de ne rien comprendre, et de fait, elle ne comprenait jamais du premier coup. Et souvent, elle ne comprenait pas non plus du deuxième. Il est vrai qu'il y avait contre elle la question de la langue, en plus de la lenteur de son esprit. Jane parlait surtout l'anglais. Elle était irlandaise, comme le révélait sa figure typique et chiffonnée. Son nez était retroussé à pleuvoir dedans. Sa bouche sinueuse, rose et bien découpée, restait malheureusement trop souvent baie. Elle avait des yeux bleus bien encadrés de cils noirs, longs et frisés, mais des yeux si étonnés qu'ils étaient parfois un peu fous. On aurait pu jurer qu'il n'avait rien vu, qu'il découvrait tout à l'instant et ne savait où se poser. Elle ne pouvait rien démêler, rien tirer au clair.
En vérité, déjà cela se devine, Jane était un peu stupide. Une femme plus futée aurait pu s'enorgueillir de cette épaisse frange de cils, de sa ligne de tête délicate et fine, de ses cheveux châtains, mousseux et ondulés, et de sa taille assez gracieuse et assez ronde à la fois. Mais Jane était à 100 lieues de pareilles idées. Jane, d'ailleurs, n'avait pas du tout d'idées. Elle n'avait que du cœur. Dans certaines circonstances, cela suffisait. Pas toujours, hélas. Et bien souvent, c'était désastreux. Et son pauvre cœur devait alors traverser de pénibles bourrasques. Car Jane, petite cervelle d'oiseau, Jane était en service, et Jane aurait dû savoir quantité de choses que des années et des années de routine ne lui avaient pas encore apprises. Pourtant, de quelle patiente et douce leçon elle avait bénéficié. Sa maîtresse était compatissante, pitoyable, miséricordieuse. Elle expliqua inlassablement la manière d'exécuter des travaux que Jane ne réussit jamais convenablement. Jane promettait tous les jours de se souvenir de ce qu'elle oubliait invariablement 5 minutes plus tard, comme par exprès. Jane cassait de la vaisselle et elle lavait mal celle qu'elle ne cassait pas. Jane renversait du lait, de la soupe, Jane faisait brûler les pommes de terre. Jane, en somme, excellait à rebours dans toutes les tâches ménagères, barbouillant les planchers, soulevant la poussière au lieu de l'enlever, salissant le linge qu'elle devait blanchir, jaunissant celui qu'elle repassait. Rien n'était à son épreuve, mais on la gardait quand même dans la maison où elle était arrivée à 13 ans, les yeux tout mouillés comme un petit chat qu'on aurait sauvé de la noyade. Elle était venue au Canada avec un de ces groupes de petites filles abandonnées que les vieux pays envoyaient alors aux nôtres par centaines chaque année. Des religieuses recevaient les émigrantes et se chargeaient de leur trouver un gîte. Vous pouviez les retenir d'avance, paraît-il. Il suffisait que vous vous engagiez à bien les traiter, à les élever, à les vêtir, à veiller sur elles, et à leur mettre chaque mois à la banque une somme fort modique qu'elles ne pourraient toucher que parvenues à l'âge de 21 ans. À 21 ans, elles redevenaient libres de rester où elles étaient ou de s'en aller ailleurs avec l'expérience ainsi acquise. Quand arrivait la petite que vous aviez retenue, on vous demandait de venir vous-même la chercher. Vous conserviez le droit de la ramener au couvent si elle se révélait trop difficile. En vérité, Jane était une de ces difficiles, mais on la gardait quand même. Sa compatissante et patiente patronne se disait « Elle fait trop pitié. Ailleurs, elle serait battue. » Et elle patientait. Jane, en reconnaissance, sans doute, lui manifestait un attachement passionné, et en maintes circonstances, son bon cœur suppléait à son intelligence. Et puis, elle pleurait pour exprimer ses regrets. Très vite, elle avait su dire « C'est pas ma faute. Je l'ai pas fait exprès. » « Il ne manquerait plus que ça, » lui répondait-on. Elle ne comprenait pas l'ironie et les pots cassés restaient cassés sûrement, mais cette enfant-là pouvait-elle être tenue responsable de sa sottise et de sa maladresse? Elle faisait trop pitié, on la gardait. Jane faisait pitié depuis longtemps, depuis sa naissance. D'où sortait-elle? Qui l'avait aimée? On savait qu'elle était baptisée, mais jamais il n'avait été question d'un père pour elle. Elle avait une mère, mais une mère qui ne pouvait pas prendre soin d'elle, assura bientôt Jane, parce qu'elle était obligée d'aller travailler. Par des choses que dans son innocence Jane peu à peu raconta, il fut permis de croire que la mère était aussi obligée de boire. Il y avait un frère, un oncle, et peut-être une sœur dans son histoire de famille là-bas en Irlande. Mais dans tout cela, Jane n'avait rien non plus tiré au clair. Tout demeurait dans une obscurité complète, et peu de signes sensibles de l'existence de toute cette parenté traversaient l'Atlantique. Pourtant, Jane avait tant de cœur qu'elle pensait avec affection et indulgence aux siens qui l'avaient exilée. Elle écrivait à sa mère fidèlement tous les mois. Une fois par année à peu près, elle recevait un mot qui n'éclairait pas grand-chose.
Jane devenait de plus en plus l'inconnue, mais c'était une inconnue fidèle qui ne se laissait pas oublier. Elle continuait à écrire sans se lasser et sans espérer de réponse immédiate. Elle finit par s'habituer à n'en recevoir que 12 en 12 mois. Tout de même, écrire à sa mère avec une pareille constance prouvait qu'on avait une mère, et Jane ressentait un certain orgueil à pouvoir se le prouver. Au jour de l'an, guidée par sa patronne, elle achetait aussi à cette mère fantomatique un beau cadeau et elle consacrait à cet achat tout ce qu'elle avait d'argent de poche. C'était un sentiment de générosité et de tendresse qui l'honorait. Parfois, un merci informe finissait par arriver. Souvent, Jane devait se contenter de dire « Je ne sais pas si ma mère a reçu son présent. Elle travaille si fort. Elle ne pourra peut-être pas m'écrire. » Jane ne s'appesantissait heureusement sur rien de cela. Elle avait de quoi s'occuper, ne fût-ce qu'à regarder grandir autour d'elle la famille où elle était entrée, qui s'enrichissait d'année en année d'un nouveau rejeton. Elle aimait les enfants et il la trouvait drôle. Quand elle était arrivée, on s'était dit « La pauvre ne connaît rien, ne sait rien faire, mais elle sera toujours bonne pour laver la vaisselle. » Elle avait alors commencé de mal la laver et de la bien casser, et elle continuait. Pauvre Jane. Pourtant, elle n'était à plaindre que parce qu'elle était dépourvue. Elle avait trouvé la maison idéale. Nulle part ses bévues n'auraient été pardonnées avec cette indulgence. Nulle part elle n'aurait eu pour maîtresse une jeune femme aussi désintéressée, aussi attentive, aussi désireuse de l'aider, de la secourir au besoin, de l'améliorer. Celle-ci constata trop vite que son enseignement ménager tombait dans un sol inculte et pierreux. Elle tenta de compenser cet insuccès en endoctrinant Jane peu à peu, en lui communiquant un grand désir d'aimer Dieu et de travailler à acquérir pour le ciel autant de mérites que possible. Jane devint touchante de piété et admirable de foi. Les 8 années qui la conduisaient à sa majorité passèrent ainsi. Le seul changement, ce fut lorsque Jane probablement raconta dans ses fidèles et nombreuses lettres qu'elle toucherait à ses 21 ans toute une petite fortune. À cette nouvelle, la tendresse de sa lointaine mère parut se ranimer. Jane commença de recevoir des invitations pressantes. Il fallait qu'elle vienne revoir sa mère maintenant qu'elle était jeune fille. Jane demandait si elle avait les moyens de revenir au pays. Elle pouvait sûrement. L'intérêt composé du salaire accumulé tant d'années faisait vraiment pour l'époque un petit capital. Cette idée fichée en tête, Jane ne pensa plus à autre chose. Inutile de dire que la vaisselle volait en éclats et que tout brûlait. Si bien que sa patronne, à qui ses propres enfants donnaient déjà assez de tintouin, ne se fit pas prier pour lui organiser son voyage. Tout s'arrangea pour que Jane fasse la traversée sans tracas et sans danger. Sa mère serait toquée pour la recevoir, car elle habitait Liverpool. Jane partait avec un billet aller-retour. Un beau soir d'été, on l'accompagna au bateau. Tout était propre et agréable dans la cabine, si bien que la patronne de Jane se dit « Elle est chanceuse de faire cette traversée que j'aimerais tant à faire moi-même. » Un vent d'enthousiasme, d'appel au départ pour des pays aussi colorés que lointains, courait dans les couloirs du grand paquebot. Elle enviait presque cette petite bonne qui pourtant, soudain affolée, se cramponna à elle en pleurant, ne voulant plus partir. « Allons, Jane, soyez raisonnable. Vous n'avez donc point hâte de revoir votre mère. » Elle voyagea sans encombre. Mais 3 semaines plus tard, un message arrivait annonçant pour le lendemain son retour à bord du même paquebot. Que s'était-il passé? Comme ce bateau faisait la traversée en 9 jours, elle n'avait dû rester que 48 heures en Irlande. On fit en l'attendant des conjectures. Jane était si sotte. Peut-être que sa mère n'avait pas pu la rencontrer et que Jane n'avait pas su comment s'y prendre pour la retrouver. Quand elle surgit sur la passerelle, elle sortait plus que jamais d'une boîte de surprise, et dès qu'elle aperçut sa patronne, elle se précipita, épanouie,
Heureuse, abasourdie, et sans attendre qu'on l'interrogeât, elle répéta sur tous les tons. « J'ai fait un si beau voyage, j'ai eu tant de plaisir à bord. » Tout ce qu'elle raconta portait en effet sur la bonté des gens envers elle, quand elle avait eu le mal de mer et quand elle avait eu si peur de la tempête. Pour les 48 heures passées au pays natal, impossible de savoir ce qu'elles avaient été. « As-tu rencontré ta mère ?» lui demanda-t-on. « Oui, mais il n'y avait pas de place pour moi où rester. Ma mère est bien pauvre, vous savez. » Et elle s'arrêta. Ce que l'on parvint à savoir de plus, c'est qu'elle avait donné tout son argent, $300, et qu'on l'avait ensuite reconduite pour prendre son bateau. Et elle conclut. « J'aime mieux ici. Liverpool, c'est une ville épouvantable, et il pleut toujours là-bas. » Elle se remit tout de suite à casser de la vaisselle, et elle paraissait si heureuse d'être au port qu'elle chantait et gazouillait toute la journée. Ce voyage l'avait appauvrie d'argent, mais apparemment bien guérie de l'amour de sa famille. Elle ne parlait plus de personne. Mais une semaine après son arrivée, Jane reçut une lettre. On la lui remit sans penser à s'étonner, parce qu'on avait autre chose en tête. Elle prit l'enveloppe, l'examina dans tous les sens avant de l'ouvrir, puis lorsqu'elle l'eut ouverte, elle devint rouge comme une pivoine, toute tremblante d'excitation, et ses yeux flambaient dans leur forêt de cils. Elle trépignait de joie en disant. C'était vrai ce qu'il disait. Il m'a écrit. Il a acheté sa ferme, et il dit qu'on pourra se marier pour Noël. Cette fois, ce fut la patronne qui faillit casser le bol de crème qu'elle tenait. Jane, dans son patois embrouillé et souvent incompréhensible, avait bien raconté qu'en attendant le départ du paquebot à Liverpool, elle avait pleuré toute seule dans un coin à un bout du pont et qu'un jeune homme était arrivé et lui avait demandé ce qu'elle avait et l'avait consolée. Sans doute sous le coup de ses récentes émotions, avait-elle raconté là ce qu'elle taisait ici. Le beau-frère et la mère au-devant d'elle, son argent qu'on lui avait tout de suite demandé sous le prétexte de le mettre en sûreté, et la nuit affreuse qu'elle avait passée dans une espèce de bouge abandonnée, si bien qu'elle avait regagné le bateau comme un refuge. Et Dick l'avait prise en pitié. Il avait fini par lui faire comprendre ce qui était arrivé et qu'on l'avait invité que pour avoir son argent. Assez intelligente pour avoir honte d'avoir été dupe, piteuse, elle cacha tous les détails de cette aventure à sa patronne. Elle ne parla que de la vie à bord et de Dick. Mais comment ne pas penser que là aussi, elle s'était illusionnée, et qu'elle parlait à tort et à travers suivant son habitude. Était-ce vraiment possible qu'un jeune homme lui eût prodigué tant d'attention? Regardant Jane, sa patronne s'aperçut alors qu'elle était devenue jolie, et que son air de boîte de surprise, pour ceux qui ne la connaissaient pas, pouvait avoir le charme de l'innocence, de la naïveté si seyante à la jeunesse. Et sûrement, Jane n'était pas rusée. Cela, Dick pouvait en croire ce qu'il avait vu. Quoi qu'il en fût, le destin de Jane fut fixé. Ce voyage ridicule, coûteux, ce voyage aurait servi à quelque chose. Dick continua à écrire et Jane continua à chanter. Dans toutes les lettres, il parlait du mariage et priait Jane d'arranger son départ pour le 15 décembre. Comme sa patronne hésitait à la laisser repartir pour une seconde aventure qui pourrait bien ressembler à la première et avoir des conséquences plus désastreuses, elle reçut elle-même une lettre. C'était un curé qui lui écrivait. Il lui donnait les références les meilleures sur son jeune paroissien, lui disait que tout était arrangé et que des religieuses recevraient la jeune fille en attendant le mariage. Elle trouverait l'argent du voyage que le jeune homme envoyait. Tous les dires de Jane étaient confirmés. Une fois de plus, elle accompagna Jane pour ce nouveau voyage. Cette fois-là, c'était à la gare de Windsor, un soir d'hiver déjà bien froid. Jane eut encore une crise de peur et de recul au dernier moment, et elle ne voulait plus ni s'en aller, ni se marier.
Mais l'heure de départ d'un train est encore plus inexorable que l'heure de départ d'un paquebot. Dans la vapeur, les wagons décollèrent lentement, emportant Jane le nez aplati sur la vitre et de grosses larmes coulant drues sur ses joues. Elle ne revint pas cette fois. Ce fut fini. Plus de Jane dans la maison, plus de Jane jamais. Quelques années plus tard, elle envoya la photo de son mari, de sa petite fille et d'elle-même. Ils étaient tous souriants. Et elle annonçait qu'elle attendait un autre enfant et qu'elle avait une bonne servante. Bonne nuit. Bonne nuit.